Merz voulait afficher sa fermeté, mais Lavrov le remballe froidement. Il n'en reste qu'une prestation qui provoque l'hilarité à Moscou et, en Europe, une gêne embarrassée. Restez avec nous. Merz voulait afficher sa fermeté, mais Lavrov le remballe froidement. Il n'en reste qu'une prestation qui provoque l'hilarité à Moscou et, en Europe, une gêne embarrassée. Restez avec nous. Nous allons démonter ce fiasco politique étape par étape. Plantons le décor. Nous vivons une époque où la politique mondiale... Merz voulait afficher sa fermeté, mais Lavrov le remballe froidement. Il n'en reste qu'une prestation qui provoque l'hilarité à Moscou et, en Europe, une gêne embarrassée. Restez avec nous. Nous allons démonter ce fiasco politique étape par étape. Plantons le décor. Nous vivons une époque où la politique mondiale est en ébullition. Le conflit en Ukraine, le rôle des États-Unis, les jeux de puissance de la Russie. Et au milieu de tout cela, Friedrich Merz qui se rêve en grand homme d'État. Mais que se passe-t-il ? Sergueï Lavrov le renvoie sèchement dans ses cordes. Dans un discours, Lavrov a été clair. Sans la Russie, il n'y a pas de sécurité européenne. Point final. Ceux qui pensent pouvoir ignorer Moscou vivent dans un monde imaginaire. Et qui est l'un des plus fervents défenseurs de ce monde imaginaire ? Friedrich Merz. Le chef de la CDU réclame depuis des mois des sanctions plus dures contre la Russie et ligne inflexible. Lavrov, lui, en rit franchement. Il qualifie cette politique d'utopique et de voie sans issue. Un coup direct porté à Merz, qui aime pourtant se présenter en champion du réalisme politique. Entrons dans le détail. Dans son discours, Lavrov a visé avec précision les points faibles de Merz. Il a dénoncé des tentatives contraires à l'éthique visant à dresser les États-Unis contre la Russie. Une allusion transparente au voyage de Merz à Washington aux côtés de Zelensky. Merz pensait pouvoir infléchir Trump. Mais l'administration Trump négocie quotidiennement avec Moscou. Que reste-t-il à Merz ? Rien. Sinon un visage écarlate et les moqueries de la presse internationale. Les médias russes le qualifient de quémandeur. Et sur X circulent des caricatures montrant Merz en élève désespéré face au professeur sévère Lavrov. Viennent ensuite les sanctions. Lavrov les qualifie de vol. Une attaque directe contre Merz qui a toujours défendu cette ligne. L'Union européenne empile les paquets de sanctions, les uns après les autres. Mais la Russie s'en amuse. Le commerce avec la Chine, l'Inde et les pays des BRICS prospère, tandis que l'Europe s'asphyxie économiquement. L'Allemagne a perdu 200 milliards d'euros, des blessures qu'elle s'est infligées elle-même. Merz incarne cette politique. Et Lavrov s'en sert pour en faire le symbole de la faiblesse européenne. Et maintenant, imaginez Friedrich Merz, qui s'est posé pendant 2 ans en héros anti-Poutine, changer soudainement de cap. Lors d'un événement, il qualifie la Russie de pays européen et plaide pour la réconciliation. L'Allemagne, elle, se trouve au bord d'une pénurie de gaz. Merz a accès à des chiffres confidentiels. Nos stocks sont tombés sous la barre des 50%. L'Italie est à 72%. La Pologne à 80%. Le Portugal à plus de 90%. Eux ont pris des décisions intelligentes. Nous, non. Donald Trump a publiquement qualifié le chancelier Friedrich Merz de faible. Et ne prend absolument pas le gouvernement allemand au sérieux. Il a déclaré que ce n'était pas la Russie qui sabotait l'Allemagne, mais bien l'Allemagne qui se sabotait elle-même. Les Européens voulaient avant tout être politiquement corrects, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils devaient réellement faire. L'Europe ne sait plus quelle direction prendre. La dernière proposition de Merz, il veut négocier, peut-être même
obtenir des livraisons de gaz en échange de sanctions plus souples. Mais le Kremlin refuse. Lors d'une récente conférence de presse à Moscou, Poutine a déclaré, en substance, que tant que l'Allemagne sanctionnera la Russie et livrera des armes à l'Ukraine, il n'y aura pas de gaz. Voilà la facture à payer après des années d'idéologie ayant pris le pas sur la réelle politique. C'est tout simplement de la folie. Nord Stream est détruit, personne n'intervient, personne n'assume la moindre responsabilité. Et soudain, on voudrait à nouveau du gaz russe, mais discrètement, par d'autres itinéraires, peut-être via la Biélorussie et la Pologne. Quelle logique absurde est-ce là? Pendant que Merz supplie, Poutine se moque. La Russie vend son gaz à la Chine et à l'Inde, encaisse des milliards, son économie prospère malgré les sanctions. Et nous payons l'addition. Les Verts et la CDU nous ont conduits droit dans ce piège. Creusons un peu plus. Comment en est-on arrivé là? Premièrement, l'Allemagne a arrêté ses dernières centrales nucléaires, malgré les avertissements clairs et répétés des experts. Une folie pure. Ces installations fournissaient une énergie de base propre, indépendante des aléas climatiques et à l'abri de tout chantage géopolitique. Mais pour les Verts, la sortie du nucléaire était une vache sacrée. La CDU et le SPD ont eu peur des électeurs et ont simplement approuvé. Résultat, des réacteurs modernes, parfaitement fonctionnels, définitivement mis hors service. Cela aurait encore pu être supportable si, en contrepartie, nous avions disposé de suffisamment de gaz. Mais non. Pendant des années, du gaz russe bon marché a transité par Nord Stream, environ 2 fois moins cher que le GNL américain. Toute notre industrie s'est construite sur cette base et a prospéré. Puis est venue la guerre en Ukraine. Les sanctions, la morale, les postures vertueuses. Du jour au lendemain, le gaz russe est devenu toxique. Passons maintenant aux chiffres bruts. L'Allemagne a besoin de 80 à 100 milliards de mètres cubes de gaz par an. Les stocks sont désormais tombés sous les 50%, soit environ 12 milliards en réserve. Lors d'une semaine froide, 2 milliards sont consommés. Faites le calcul. 6 semaines de gel, des renouvelables faibles, et les réserves sont vides avant la fin de l'hiver. L'Agence fédérale des réseaux prétend que tout est sous contrôle. Elle se vante du GNL, en provenance de Norvège, de Belgique et des Pays-Bas. Mais le GNL n'est pas flexible. Les navires mettent des semaines, pas des jours. Et maintenant, place à la folie totale. Alors que le gaz se raréfie et que les réserves deviennent dangereusement basses, la CDU envisage sérieusement d'interdire les poêles à bois et les chauffages au bois. Oui, exactement. La directive éco-conception venue de Bruxelles, que Ursula von der Leyen pousse actuellement à toute vitesse, plus de chauffage au bois, au pellet ou au charbon. On efface tout, simplement. Cela montre une fois de plus à quel point toute cette élite de la CDU est désormais déconnectée de la réalité. Ils travaillent dans des bureaux chauffés, se déplacent avec chauffeur et n'ont aucune idée de ce que cela signifie quand les factures explosent et que le gaz vient à manquer. La réalité des gens ordinaires ne les intéresse pas le moins du monde. Dans des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Finlande, les cheminées sont parfaitement normales. Eux se moquent de nous. L'Allemagne est vraiment devenue le champion, toute catégorie, de l'échec. Imaginez Sergueï Lavrov commentant, dans une interview, que Merz prêche les sanctions, pendant que son propre pays grelotte. Voilà la véritable comédie de la démocratie occidentale. Alors que faire? Avaler son orgueil et normaliser de nouveau les relations avec la Russie? Non pas parce que Poutine serait un saint,
mais parce que l'Allemagne a besoin d'un gaz abordable pour maintenir son industrie en vie. Alice Weidel l'a dit sans détour. Réparer Nord Stream, négocier un cessez-le-feu, agir de manière pragmatique plutôt que sombrer à cause de l'idéologie. Lavrov s'est contenté d'un commentaire lapidaire à l'égard de Merz. La tournée de confrontation de Merz est pitoyable. Un politicien qui, hier encore, menaçait de sanctions et qui aujourd'hui implore la clémence. La Russie n'est pas la nounou de dirigeants occidentaux incompétents. Celui qui trahit ses propres intérêts ne mérite ni gaz ni respect. Lavrov n'a pas oublié la déclaration très médiatisée de Wadephul datant de février 2025. À l'époque, celui-ci affirmait en substance que la Russie resterait toujours un ennemi et une menace pour la sécurité européenne. De tels propos laissent des traces et prennent une saveur particulièrement amère lorsqu'on considère l'histoire commune. En 1945, c'est l'armée rouge qui a libéré l'Allemagne de la dictature nationale-socialiste. Et aujourd'hui, un ministre allemand des Affaires étrangères adopte exactement ce ton. À Moscou, ce genre de formule est perçu avec une extrême sensibilité. Elles y sont vues comme la résurgence d'anciens schémas d'ennemis que l'on croyait depuis longtemps dépassés. Dans le même temps, Wadephul adresse à Merz un avertissement à peine voilé. Si le chancelier ne parvient pas à tenir sa propre équipe et laisse se poursuivre la rhétorique agressive envers la Russie, il ne devra pas s'étonner si les mots finissent par devenir réalité. À force de désigner un ennemi, on risque un jour de le créer soi-même. Et Lavrov perçoit encore autre chose. Merz est nerveux. Au cours des 12 derniers mois, il est allé trop loin. Attaque frontale contre la Russie, comparaison historique douteuse, exigence toujours renouvelée de livraison d'armes. Aujourd'hui, alors que le monde entre visiblement dans une phase de politique de grande puissance assumée, la peur de ses propres déclarations et de leurs conséquences semble gagner du terrain. Du point de vue russe, la situation est pourtant claire. Selon Lavrov, Moscou a, à plusieurs reprises, signalé sa volonté de trouver des solutions politiques. Mais l'Occident, et l'Europe en particulier, auraient saboté chaque occasion. Même des initiatives émanant de l'entourage de l'administration Trump auraient été systématiquement bloquées. La position de la Russie sur l'Ukraine serait, selon elle, parfaitement claire. Il ne s'agirait pas de symptômes, mais de causes profondes. Pendant des années, l'Occident aurait transformé systématiquement l'Ukraine en avant-poste stratégique contre la Russie, établi une tête de pont militaire à sa frontière et, après 2014, soutenu un régime radicalement nationaliste misant ouvertement sur la confrontation. En définitive, le Kremlin laisse Merz se débattre. Ces déclarations sont notées, elles ne sont pas oubliées. Cette soudaine démonstration de lucidité géopolitique apparaît, vue de Moscou, comme une panique à peine dissimulée. L'Allemagne paye